Alors, il faut toujours se conditionner pour préparer un cours, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, les cours, ça se prépare, évidemment. Bon, eh bien, nous sommes toujours dans les plantes. Les plantes, elles ont une vie fixée. Elles sont fixées dans le sol grâce à des racines et elles ont une partie aérienne qui est dans l'atmosphère. Ces plantes vont se reproduire, mais elles sont fixées. Donc, on va se situer dans la reproduction de ces plantes entre la vie fixée et la mobilité. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, nous allons essayer de le découvrir ensemble dans ce cours. Il y a au moins deux façons pour une plante de se reproduire. Sauriez-vous dire lesquelles? Alors, bien sûr, vous connaissez tous ce que l'on appelle la reproduction sexuée. Ça veut dire qu'il faut un côté masculin et un côté féminin. Ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est ce que l'on appelle la reproduction asexuée. L'exemple, c'est celui du tubercule de pomme de terre que vous plantez dans la terre. Il est le résultat d'une fonction, d'une photosynthèse qui permet le stockage de matière organique, entre autres, mais pas que cela, dans la terre sous forme de tubercule de pomme de terre, qui est en fait de l'amidon. Bon. Donc cette reproduction asexuée, comment est-ce qu'elle est possible? Bien, elle est possible grâce à ce que l'on appelle la totipotence. Alors, la totipotence, c'est quoi? La totipotence, c'est la capacité des cellules végétales à se dédifférencier. Par exemple, des cellules de tige deviennent des cellules méristématiques lors d'un bouturage. Alors, le méristème, on rappelle que c'est une zone dans une plante où il y a des divisions cellulaires très actives. Donc, la possibilité de totipotence des cellules végétales permet la reproduction asexuée, donc permet la reproduction ou la production plutôt de clones à partir de petits fragments variés. Alors ça peut être, on prend un tubercule de pomme de terre, on le plante dans la terre, on peut prendre des fragments de végétaux que l'on fait pousser in vitro, c'est-à-dire en tube à essai et au laboratoire, et puis on peut utiliser également des bourgeons de tiges souterraines. Donc concernant cette reproduction sexuée, donc qui peut se faire par bouturage aussi, évidemment, c'est une technique qui utilise la capacité d'une plante à réformer, pas à réformer, à reformer un individu à partir d'une tige, d'une feuille ou d'une racine. Bon. Alors, beaucoup de plantes sont capables de produire des clones, c'est-à-dire des individus génétiquement identiques. Donc, identiques à quoi? Eh bien, identiques au fragment qui va permettre de faire pousser ce nouvel individu à partir de ce même individu, en fait. C'est-à-dire qu'un individu, si on prend des petites parties de cette plante, va être capable de reproduire cette plante à l'identique. Ça s'appelle bien le clonage. Bon. Alors il y a différentes méthodes pour obtenir des clones, entre parenthèses. Donc cet ensemble d'individus qui sont génétiquement identiques s'appelle un clone. Donc c'est un clone. Bon. Donc c'est un mécanisme qui permet d'assurer une reproduction sans intervention des parties mâles ou femelles de la plante, mais simplement en utilisant cette reproduction qui n'est pas sexuée. Donc reproduction asexuée. Alors, donc il n'y a pas besoin de gamètes dans ces conditions-là, évidemment, il n'y a pas besoin donc de fécondation. Donc je vous ai dit que cette
propriété de totipotence permet d'obtenir des clones de végétaux, donc qui ont toutes les mêmes, ces clones ont tous, enfin les individus de chacun de ces clones ont tous le même programme génétique. Alors, je vous l'ai dit, hein, mais donc on utilise pour ce clonage, ça peut être des tubercules de pommes de terre par exemple, ça peut être des bourgeons, ça peut être, bon, il y a plein de parties de la plante qui peuvent être utilisées. Donc on peut utiliser cette capacité de plante pour multiplier un grand nombre de plantes, par exemple sous serre, sous les serres. Et bon, voilà, ces techniques permettent au niveau économique d'avoir une certaine rentabilité. Voilà, donc ce principe de bouturage est important. Cette micro-propagation qui est possible également est très importante puisqu'elle est utilisée régulièrement. Donc voilà pour ce que l'on appelle la reproduction asexuée. Maintenant, essayons de parler de la reproduction sexuée. Alors, la reproduction sexuée fait intervenir le côté masculin et le côté féminin, alors au niveau d'une fleur. Les fleurs sont des organes de la reproduction sexuée. Donc si vous prenez une fleur, vous allez voir une partie côté masculin et une partie côté féminin. Les étamines côté masculin, le pistil côté féminin. Côté masculin, les étamines sont constituées de quoi? Quelle est leur structure? Eh bien, il y a, alors pas très loin de ce que l'on appelle les sépales et les pétales, il y a une fixation d'un petit élément que l'on appelle un petit filet, en fait. Et au bout de ce filet, il y a ce que l'on appelle des anthères. Donc il y a, en fait, dans ces anthères, il y a du pollen, donc des grains de pollen, qui correspondent aux gamètes, enfin qui contiennent le gamète mâle. Donc cet ensemble filet antère constitue ce que l'on appelle l'étamine. Donc en général, il y a un nombre plus ou moins important d'étamines autour de la partie femelle qui, elle, correspond à ce que l'on appelle le pistil. Et le pistil est formé par le stigmate sur lesquels vont venir se poser les grains de pollen, le style qui est situé entre le stigmate et l'ovaire, et bien entendu, après le style, il y a l'ovaire. Donc si on fait une coupe d'ovaire, on s'aperçoit qu'il y a le gamète femelle dans l'ovule. Donc on voit bien qu'on a le côté masculin, le côté féminin. Alors, donc cette fleur, on a dit, c'est un organe de la reproduction sexuée. Chez les plantes, donc chez les angiospermes en fait, on parle que des angiospermes. Et cette reproduction sexuée se fait grâce à un organe spécialisé. Alors je répète un peu, la fleur. Les fleurs possèdent des pièces qui sont organisées de façon concentrique. Il y a les sépales et des pétales. Alors les sépales souvent sont vertes, les pétales ont des couleurs plus ou moins importantes, plus ou moins attirantes pour l'œil en tout cas, pour les insectes. Mais en tout cas, donc sépales et pétales sont des pièces stériles. Ça veut dire qu'elles sont là pour faire joli, entre guillemets, mais elles ont un autre rôle, c'est celui d'attirer certains insectes, certains animaux, pour que la pollinisation, par exemple, puisse se faire. Donc il y a également ce que l'on appelle, donc dans la fleur, je répète, des étamines qui vont porter le pollen, qui contiennent les gamètes mâles.
Et puis également, cette fleur contient ce que l'on appelle le pistil, qui est constitué d'un ovaire, d'un style et d'un stigmate. On l'a déjà dit, je répète. Et l'ovaire contient les ovules dans lesquels se trouvent les gamètes femelles. Alors, le gamète femelle, il y a un gamète par ovule, normalement. Bon. Alors, que se passe-t-il? En fait, comment est-ce qu'à partir des étamines et d'un pistil, comment est-ce que la fécondation peut se faire? Alors, il faut qu'il y ait une pollinisation, pollinisation, ça veut dire que des grains de pollen doivent venir sur le stigmate, donc sur la partie côté féminin. Donc ça veut dire qu'il y a un simple dépôt. Bon. Donc les grains de pollen se placent, se déposent sur le stigmate. Et ces grains de pollen vont, entre guillemets, germer. Attention, on ne parle pas de la graine. Je parle du grain de pollen. Le grain de pollen posé sur le stigmate va germer. Et cette germination fait que il va y avoir un tube pollinique qui va s'enfoncer en partant du stigmate vers le style, puis vers l'ovaire, là où il y a les ovules. Donc, ces gamètes mâles vont se déplacer dans le tube pollinique grâce à ce tube pollinique et former, donc ce tube pollinique qui se forme après germination du grain de pollen. Alors, germination, le mot n'est peut-être pas adapté. Et donc ce gamète mâle va arriver ces gamètes mâles, il y en a plusieurs, parce que s'il y a plusieurs tubes polliniques, s'il y a plusieurs grains de pollen qui germent, il y a plusieurs tubes polliniques, et dans chaque tube pollinique, il y a un gamète mâle. Donc à mesure que le tube pollinique se développe pour essayer d'atteindre la cavité de l'ovaire, eh bien évidemment ce gamète mâle suit le mouvement. Donc il va arriver jusqu'au gamète femelle situé à l'intérieur des ovules et il y aura évidemment fécondation. Alors la fécondation est croisée. On en parlera après. Ben non, on peut en parler maintenant. Il existe des mécanismes qui vont empêcher la fleur hermaphrodite. Alors ça veut dire quoi? Elle possède à la fois les pistils et les étamines. Mais c'est pas toujours bon qu'il y ait une autofécondation. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une dérive génétique en défaveur de la plante. C'est mieux que la fécondation soit croisée. Ça veut dire qu'une autre plante vienne poser ses grains de pollen sur le stigmate. Alors, mais comment est-ce que les grains de pollen d'une autre... Alors, la plante de la même espèce, évidemment. Comment est-ce que ces grains de pollen vont pouvoir venir ou passer d'une plante à l'autre? Alors, il y a plusieurs façons. Il peut y avoir le vent. Le vent peut faire s'envoler les grains de pollen qui, au hasard de leur cheminement, vont venir tomber sur les stigmates d'autres plantes de la même espèce. Ça peut être également des insectes qui viennent butiner et qui vont emporter avec eux des grains de pollen. Et lorsqu'ils vont aller butiner sur une autre fleur de la même espèce, ils vont déposer sur le stigmate les grains de pollen. À ce moment-là, la pollinisation, elle est bien croisée. Ça veut dire qu'elle se fait entre individus de la même espèce et non pas au sein, la fécondation ne se fait pas d'une étamine sur le pistil de la même plante. Autrement dit, les grains de pollen d'une plante, alors ils peuvent venir se fixer évidemment sur les stigmates de la même plante, mais bon, après on peut imaginer ce qu'on veut. Bon, si une abeille arrive et puis qu'elle dépose le pollen d'une autre plante, bon voilà, il y aura un mélange des deux. Alors c'est mieux que ce soit en fait une fécondation croisée.
Donc il existe de nombreux mécanismes qui vont empêcher qu'une fleur hermaphrodite s'auto-pollinise. Ça c'est important. Donc il y a un décalage de maturité entre les parties mâles et les parties femelles. Donc décalage de maturité, ça veut dire que pistil et étamine ne se forment pas en même temps. La maturité ne se fait pas en même temps. Donc il y a une incompatibilité génétique, par exemple, si le décalage est trop important. Bon. Donc cette pollinisation, elle est donc croisée, hein, c'est mieux que ce soit croisé, hein, c'est comme que ce soit les animaux, les êtres humains, etc. La consanguinité est toujours un problème. Bien, on retrouve un peu ce même problème chez les plantes qui s'auto-fertiliseraient. Donc voilà. Alors, pour revenir à ce transport du pollen, eh bien, dans les régions tempérées, le pollen il est transporté d'une fleur à l'autre par le vent. Alors c'est facile à comprendre, hein. Vous avez une fleur qui possède des étamines et il y a des grains de pollen. S'il y a du vent, les grains de pollen vont s'envoler. Donc ça, c'est valable chez les plantes que l'on dit anémogames, c'est-à-dire dont la pollinisation se fait grâce au vent, les grains de pollen se déplaçant d'une plante à l'autre. Alors quand on dit se déplaçant, ça veut dire que les anthères libèrent ces grains de pollen parce que le vent entraîne ces grains de pollen. Et ces grains de pollen vont se déposer sur le stigmate d'une autre plante. Alors, évidemment, tout à l'heure, on a dit si toutes les plantes poussent en même temps, ça pose un problème. Mais comme on a dit qu'il y avait un décalage entre la formation des étamines et la formation du pistil, bien, il y a toujours un décalage entre les plantes qui ne poussent pas toujours en même temps. La germination ne se fait pas toujours en même temps, et la maturité du pistil et des étamines ne se font pas toujours en même temps d'une plante à l'autre. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un petit décalage entre deux plantes de la même espèce pour que les grains de pollen se déposent sur les stigmates de la plante qui est en avance par rapport à l'autre. Voilà. Donc ça permet la pollinisation croisée. Alors cette pollinisation, donc ce transport de pollen peut se faire par des insectes également. Dans les plantes que l'on appelle, enfin au niveau des plantes que l'on appelle entomogames, l'entomologie c'est l'étude des insectes. Les fleurs pollinisées par le vent sont souvent de petite taille, elles sont peu colorées et produisent beaucoup de pollen. Alors, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'elles sont peu colorées? Bien, parce qu'il n'y a pas besoin que des insectes soient attirés par cette plante, puisque la pollinisation se fait par le vent. Le vent, il s'en moque, hein, que la fleur soit colorée ou pas. Le vent, il transporte juste les grains de pollen, et ça s'arrête là. Que la plante soit colorée, que la plante qui doit subir la pollinisation soit colorée ou pas, aucune importance. Donc au cours de l'évolution, toutes les plantes qui étaient anémogames, donc dont la pollinisation se faisait par le vent, n'avaient pas besoin de développer de spécialisation colorée, entre guillemets. Par contre, une plante qui doit attirer les insectes doit avoir des pétales qui attirent. Bon. Donc, cette pollinisation par les insectes pollinisateurs repose sur des mécanismes d'attraction. Alors, il y a différentes façons d'attirer les insectes, hein, pour les plantes. Donc, au cours de l'évolution, donc des spécialisations se sont faites. Il y a une évolution conjointe entre certains insectes et certaines plantes qui se sont faites. On parle de coévolution, en fait. Donc ça peut être la couleur des pétales, ça peut être également l'odeur.
on sent les fleurs quelquefois sentent bon. Ça peut être également la forme. Une fleur peut très bien prendre la forme, par exemple, vous prenez un insecte femelle et un insecte mâle qui vont s'accoupler, eh bien on peut très bien imaginer une fleur qui prend la forme ou qui développe au cours de l'évolution la forme de l'insecte femelle. Eh bien l'insecte mâle va venir essayer de féconder l'insecte femelle qui en fait est une fleur. Alors pas forcément toute la fleur, mais ça peut être des spécialisations au sein de la fleur, qui fait qu'il y a une ressemblance avec la femelle de l'insecte. Eh oui, stratégie d'évolution. Donc voilà, alors donc cette spécialisation, ce mécanisme d'attraction est propre à chaque fleur, et il peut y avoir donc ce que l'on appelle des récompenses pour le pollinisateur. Récompense, évidemment, ça peut être du nectar, voilà. Ça peut être du pollen également, et il y a dans ces conditions, entre l'insecte et la plante, ce que l'on appelle un mécanisme mutualiste. Donc il y a des interactions mutualistes. Donc voilà pour ce transport de pollen. Bon, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, pour trouver des documents, trouver votre manuel scolaire également. Bon, alors donc, ensuite, il va falloir former des graines, parce que là on n'est pas dans la reproduction asexuée, on est bien dans la reproduction sexuée, et on a vu qu'il y avait une fécondation croisée, donc fécondation en fait entre le gamète mâle et le gamète femelle, donc rencontre dans l'ovaire. Donc si vous regardez une coupe d'ovaire de plante, vous voyez qu'il y a un ovule, donc qui est côté gamète femelle évidemment, et puis la fécondation par le gamète mâle, ça veut dire on obtient l'équivalent d'un ovule fécondé parce que dans l'ovule il y a le gamète femelle en fait chez les plantes. Attention, pas confondre l'ovule chez les plantes et l'ovule chez les animaux, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, pour simplifier, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, le gamète femelle est dans l'ovule, et puis le gamète mâle arrive à féconder donc ce gamète femelle. Donc il y a bien une fécondation. Alors, lorsque la pollinisation s'est faite, eh bien les ovaires des fleurs vont se transformer en fruits. L'ovaire se transforme en fruit. Si vous prenez une pomme, par exemple, la pomme, c'est le fruit. Donc ce fruit va contenir des graines. Puisque le gamète mâle a fécondé le gamète femelle. Et l'ensemble, enfin la transformation de ce qui est autour de cette fécondation, entre guillemets, va devenir une graine. Donc cette graine est bien issue de la transformation des ovules suite à la fécondation. Alors il y a beaucoup de sortes de fruits. La morphologie reflète le mode de dissémination. Cette dissémination, elle peut reposer sur un transport par le vent, par l'eau ou par les animaux. Alors, lorsque cette dissémination se fait par les animaux, il y a également au sein de cette dissémination donc une grande diversité de modalités. Alors, transformation de l'ovule en graine. Dans cette graine, qu'est-ce que l'on va trouver? Alors, on a vu que l'ovaire se transforme en fruit, mais l'ovule fécondé, lui, enfin, le gamète femelle qui est contenu dans l'ovule, donc ce gamète femelle qui est fécondé par le gamète mâle,
Donc l'ensemble va former l'ovule. Cet ovule va se transformer en graine. Dans cette graine, il y a évidemment au niveau de cette graine, il y a une enveloppe qui va protéger l'ensemble. Quel ensemble? Eh bien, qui va protéger ce que l'on appelle les cotylédons, enfin le ou les cotylédons, qui constituent en quelque sorte le biberon de la plantule qui est dans la graine, c'est-à-dire les réserves nutritives. Et puis il y a donc la feuille, donc la petite plantule, en fait, dans cette graine, qui contient une feuille embryonnaire, un hypocotyle et la radicule. L'hypocotyle étant situé évidemment entre la radicule et la feuille embryonnaire. Donc l'embryon, en fait, c'est une plante en miniature. Et dans les conditions favorables, évidemment, il va y avoir une augmentation de l'activité enzymatique sous l'effet de ce que l'on appelle des phytormones qui vont faire que cette graine va germer. Et la germination, en fait, c'est la radicule qui va s'enfoncer dans la terre et puis, évidemment, la feuille embryonnaire, les feuilles embryonnaires qui vont sortir dans l'atmosphère et puis former la plante. Donc la germination, c'est ça. Donc attention à ne pas confondre le fruit, la graine, la germination. Bon, la germination, c'est une conséquence de la transformation de la graine, en fait. Mais donc ne pas confondre, en tout cas, la transformation de l'ovaire en fruit. Le fruit est dû à la transformation de l'ovaire, tandis que la graine, elle, est due à la transformation de l'ovule. Alors évidemment, la graine est au centre du fruit. Par exemple, si vous prenez une pomme, vous voyez des pépins, et bien les pépins sont les graines. Et c'est bien au centre de la pomme. Donc il va y avoir germination et mobilisation des réserves de la graine pour que la germination puisse se faire et pour que la plantule puisse vivre, c'est-à-dire grandir, croître, etc. Une graine, donc si on répète un peu les choses, mais pour résumer en accentuant un peu les connaissances, eh bien une graine, elle comporte un embryon, des réserves nutritives et un tégument protecteur, donc ce sont des enveloppes protectrices en fait. Donc cette graine, elle est très déshydratée. Alors l'avantage, c'est que si les graines tombent par terre et s'il fait très très froid, par exemple en hiver, s'il n'y a presque pas d'eau, ou s'il n'y a pas d'eau dans la graine ne peut pas geler, puisque ce qui fait geler la graine, c'est l'eau ce qui fait geler les plantes, en fait, c'est l'eau. Si l'eau gèle, bien l'eau, imaginons qu'il y ait beaucoup d'eau dans une graine, ça veut dire que l'eau gèlerait et abîmerait la plantule. Or là, comme elle est très déshydratée, il n'y a pas de risque de gel s'il fait très froid. Donc elle est très déshydratée, cette graine, et elle peut survivre très longtemps sous cette forme si les conditions de germination ne sont pas réunies. Alors on dit que la graine dort. Alors on ne dit pas que la graine dort, mais on dit qu'elle est en dormance. Ça veut dire qu'elle est complètement inactive et elle ne reprendra pas son activité tant que les conditions ne seront pas favorables. Donc ça veut dire que tout le système enzymatique qui existe au niveau de cette plantule ne se mettra pas en place, ne sera pas fonctionnel tant que le déclenchement de la levée de cette dormance n'est pas assuré. Donc pour germer, une graine, elle doit d'abord être réhydratée. Donc ça veut dire que de l'eau doit passer dans cette graine. Et elle doit être placée dans de bonnes conditions de température. C'est pour ça que souvent au printemps, en fait, suite à une période hivernale de dormance, eh bien, il se met à pleuvoir, les températures sont plus chaudes. Donc ça veut dire que de l'eau va passer dans la graine qui va s'hydrater. Et puis, il va y avoir la levée de la dormance par divers mécanismes lorsque la température augmente. Donc, selon les espèces, eh bien, les conditions favorables à la germination peuvent varier. Ça dépend des plantes, évidemment.
L'hydratation, elle va stimuler par le biais d'hormones l'activité enzymatique qui sera nécessaire à la mobilisation des réserves et à la formation, évidemment, de la jeune plantule. Donc voilà pour cette reproduction sexuée. Alors, on va en rediscuter encore un petit peu d'une autre façon. On sait que la plante, elle a une vie fixée, mais on peut se poser le problème de cette reproduction de la plante entre la vie fixée et la mobilité. Donc je vais répéter un petit peu les choses, hein, mais en détaillant cette fois-ci un petit peu plus, mais si vous voulez, vous avez compris l'essentiel, vous pouvez vous arrêter ici, ne pas écouter la suite. Parce que je vais reprendre en gros en détaillant peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, sachant que vous avez déjà des connaissances qui sont relativement suffisantes et importantes concernant cette reproduction de la plante entre la vie fixée et la mobilité. Alors on avait parlé d'une reproduction asexuée correspondant à la multiplication végétative. Alors, juste 30 secondes comme d'habitude. Voilà. Donc cette reproduction asexuée par multiplication végétative est possible également en dehors évidemment de la reproduction sexuée qui elle est assurée par la fleur. Donc la fleur, elle a la plante plutôt, pas la fleur, hein, parce que là on est dans la reproduction asexuée. Donc multiplication végétative, ça veut dire par la plante elle-même, et non pas sans passer par les fleurs, en fait. Une feuille peut servir pour la reproduction asexuée, un morceau de tige, etc. Des bulbilles aussi. Donc cette plante a des capacités naturelles et peut être utilisée évidemment en horticulture. Donc cette capacité naturelle, c'est une croissance qui est indéfinie. Ça ne se finit jamais dans certaines conditions également. Et cette capacité à former des clones est due à la totipotence des cellules, hein, l'on a déjà expliqué précédemment. Donc on peut séparer certains fragments. Par exemple, si au niveau d'une feuille il y a des bulbilles, eh bien on sépare les bulbilles, on les replante. Par exemple, on peut faire un clonage en tube à essai et replanter directement dans la terre sous serre ensuite, ou même directement sur le lieu de culture. Donc il peut y avoir donc des bulbilles, des stolons également. Des stolons, alors qui sont bien connus au niveau des fraisiers, où à partir d'un pied de fraisier, il y a des stolons qui se forment et qui vont s'enraciner en quelque sorte. Il y a des drageons possibles qui se forment. On peut utiliser également des organes de réserve tels que les tubercules de pommes de terre pour assurer cette reproduction asexuée et donc cette multiplication végétative. Donc cette technique de clonage est utilisée en horticulture, est très très largement utilisée en horticulture. Souvent lorsque vous allez dans un endroit où ils vendent des plantes, vous voyez plein de belles plantes. Vous vous demandez comment est-ce que c'est possible d'avoir des belles plantes comme ça, parce qu'elles ont subi, très certainement, une multiplication végétative selon des techniques de l'horticulture, et donc ensuite vous pouvez les avoir devant vous. Donc cette technique est très largement utilisée également en culture in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, où on peut obtenir, par clonage évidemment, par clonage d'explants divers, c'est-à-dire de différentes parties de la plante, eh bien des clones, c'est-à-dire des plantes qui auront toutes la même information génétique. Donc cette reproduction sexuée n'a pas besoin de gamètes et n'a pas besoin de fécondation. Elle repose évidemment sur la totipotence des cellules, donc de ces cellules végétales, c'est-à-dire sur leur capacité à se dédifférencier et à se redifférencier, mais aussi sur ses capacités de croissance indéfinies
qui va permettre d'assurer la vie de la plante. Alors, cette multiplication végétative, cette reproduction asexuée, aboutit à la formation de clones qui sont, comme on l'a déjà dit, génétiquement identiques. Et identiques à quoi? Eh bien, aux parents, c'est-à-dire à l'explant qui a servi à former ce clone. Alors, que les organes soient spécialisés ou non, cette reproduction asexuée permet à la plante de coloniser rapidement et sans coût énergétique très élevé, donc coloniser un environnement. Un environnement, par exemple, qui peut être décidé par l'homme, mais ça peut être dans la nature également. Par exemple, vous avez certaines plantes invasives qui ne vont pas assurer de reproduction sexuée, mais qui vont simplement s'étaler, coloniser le milieu grâce à cette reproduction asexuée. Et certaines plantes sont invasives et vont détrôner en quelque sorte les plantes qui sont déjà sur place. Donc ces propriétés de la plante, de totipotence, de croissance indéfinie, sont exploitées très largement par l'homme dans des pratiques culturales correspondant à des pratiques d'horticulture et dans des techniques de clonage. Alors ensuite, en parallèle à cette reproduction asexuée, la plante qui vit une vie fixée va pouvoir assurer sa descendance grâce aux fleurs. Et grâce aux fleurs, eh bien, il va y avoir une reproduction sexuée. Pourquoi? Parce qu'il y a des organes propres à cette reproduction sexuée, côté masculin, côté féminin. Et là, on a bien la notion de gamètes mâles et de gamètes femelles, on a bien la notion de fécondation, donc de reproduction sexuée, parce qu'il y a côté mâle, côté femelle. Alors, on raisonne uniquement chez les angiospermes, on ne parle pas des résineux, par exemple des sapins, etc., ou pommes de pin, vous appelez ça comme vous voulez. Là, on se place dans le cas des angiospermes, donc des plantes qui sont capables de former des fleurs. Donc cette reproduction sexuée est assurée par la fleur. Cette fleur est organisée en plusieurs enveloppes concentriques qui vont comporter des pièces que l'on appelle des sépales et des pétales qui sont stériles. Alors souvent les sépales sont vertes, les pétales sont colorés pour différentes raisons. Ça peut être pour attirer certains insectes, soit par la couleur, soit par l'odeur. Bon, il n'y a pas que la couleur. Donc ce sont, quoi qu'il en soit, les sépales et pétales sont des pièces fertiles. Elles ne sont absolument pas stériles. Elles sont là soit pour décorer, soit pour protéger la fleur, enfin pas la fleur, mais le côté masculin et féminin, c'est-à-dire les étamines et le pistil. Donc il y a des pièces fertiles. Ces pièces fertiles sont côté masculin des étamines et côté féminin, eh bien, le pistil. Il y a dans le pistil donc, ce que l'on appelle des carpelles. C'est-à-dire que le pistil est divisé, que l'ovaire est divisé en petites parties que l'on appelle les carpelles. Et au sein de ces pièces, eh bien, il va se former par méiose, donc des grains de pollen et des ovules qui vont renfermer évidemment les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc là, je parle des étamines. Et du côté pistil, évidemment, il y a des mécanismes complexes qu'on n'étudie pas, des mécanismes de méiose. Mais là, vous vous souvenez bien qu'on avait étudié la mitose et la méiose notamment permettait la formation des gamètes. Bon, là, c'est un peu le même principe, sauf que on ne va pas l'étudier ici, dans un autre cours. Alors, donc cette pollinisation, elle se fait, donc c'est une étape de mobilité qui est nécessaire à la fécondation. Alors la pollinisation peut se faire par les insectes ou par le vent. Bon. Par le vent, donc évidemment on part d'une plante, il y a des étamines, il y a des anthères, il y a des grains de pollen,
eh bien ces grains de pollen vont se trouver entraînés par le vent et la pollinisation va se faire par le vent. La pollinisation, c'est le fait qu'un grain de pollen se pose sur un stigmate. Voilà. On a déjà étudié ça tout à l'heure, mais là je répète un peu les choses pour préciser, mais selon un autre point de vue, selon un autre angle, mais les deux angles, les deux points de vue se rassemblent évidemment. Donc voilà que grâce à cette fécondation croisée par le vent, eh bien, des grains de pollen vont aller polliniser une autre fleur de la même espèce évidemment en se déposant sur le stigmate. Ensuite, germination du grain de pollen qui va s'enfoncer dans le style pour arriver jusqu'à l'ovaire où là il y a un ovule qui contient le gamète et la fécondation par le gamète mâle va être possible. Autre type de fécondation croisée, c'est par les insectes. Alors ça veut dire que les insectes vont venir sur une plante, s'il y a des grains de pollen au niveau des anthères, donc si la maturité est suffisante, eh bien ces grains de pollen vont se fixer, vont se déposer sur l'abeille, par exemple. L'abeille va aller butiner, c'est-à-dire aller sur une autre fleur, puis poser sur le stigmate de cette autre fleur les grains de pollen qui proviennent de la fleur, de la première fleur. Donc ça veut dire que ces grains de pollen, qui viennent d'une autre fleur de la même espèce évidemment, vont se déposer sur le stigmate, germination, le gamète mâle suit le mouvement, arrive jusqu'au gamète femelle pour féconder ce gamète femelle qui se trouve dans l'ovule, l'ovule lui se trouvant dans l'ovaire. Et la fécondation est assurée. Donc on parle de fécondation croisée, d'une plante à l'autre, par l'intermédiaire soit du vent, soit des abeilles. Pas que les abeilles. Ça peut être les bourdons, ça peut être d'autres insectes, ça peut être des frelons aussi. Donc cette plante, elle va présenter pour les insectes des signaux attractifs qui peuvent être visuels. Ça peut être la couleur, ça peut être la forme, ça peut être des signaux attractifs à odeur, chimiques, odeur par exemple, phéromones. Lorsque l'on pense que certains papillons sont capables de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour retrouver la femelle qui a envoyé des signaux odorants, signaux chimiques. On se demande comment c'est possible. Bon. Et également des signaux attractifs qui peuvent être trophiques, c'est-à-dire en relation avec la nourriture, et c'est le cas du nectar, et c'est le cas du pollen. L'animal présente aussi des adaptations. Donc là, on parle plutôt de ce que l'on appelle la coévolution entre une plante et les animaux pour disperser le pollen et les graines. Donc l'animal va subir des adaptations possibles au cours de l'évolution, évidemment, pas en une génération. Donc adaptations qui vont favoriser le repérage des fleurs, la collecte et le transport des grains de pollen. Alors, donc cette pollinisation, en fait, c'est une étape de mobilité qui sera nécessaire à la pollinisation. Et avant la pollinisation qui sera nécessaire, non, la pollinisation est une étape de mobilité nécessaire à la fécondation, pardon. Quand on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, on dit des bêtises. Donc la plupart des fleurs sont hermaphrodites. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fleurs possèdent à la fois étamine et pistil. Donc côté mâle, côté femelle. Hermaphrodite, c'est ça, c'est la capacité d'une plante à s'auto-féconder. Mais c'est pas très bon l'autofécondation. Donc c'est mieux la fécondation croisée. Et il y a des plantes également qui possèdent que les parties mâles ou les parties femelles, mais pas les deux. Si on prend par exemple le kiwi, la plante qui donne le kiwi, c'est il y a les fleurs mâles d'un côté, les fleurs femelles sur une autre plante. Alors ce sont deux plantes de la même espèce, mais dans ces conditions-là, la fécondation n'a pas besoin d'être croisée, puisque les fleurs mâles vont libérer leurs grains de pollen qui vont tomber sur les stigmates d'une autre plante de la même espèce. Donc là, c'est un cas particulier où la pollinisation n'a pas lieu d'être, mais elle existe quand même.
il y a quand même des abeilles, par exemple, qui vont aller polliniser, qui vont aller prendre, polliniser en quelque sorte, hein, donc les fleurs femelles, en étant passées d'abord par les plantes mâles. Donc, bien que la plupart de ces fleurs soient hermaphrodites, eh bien l'autofécondation est souvent impossible. Et les plantes, du fait de leur mobilité, doivent recourir au transport de leur pollen afin de réaliser ce que l'on appelle la fécondation croisée, soit par le vent, soit par les insectes. Alors pourquoi est-ce que l'autopollinisation n'est pas possible? Parce que souvent, oui, il y a un décalage entre la croissance du côté mâle et du côté femelle, donc croissance des étamines et des pistils. Donc on peut très bien imaginer une plante qui contient à la fois le côté mâle et le côté femelle, donc étamines et pistils, mais qu'il y ait un décalage de croissance entre les étamines et le pistil. Donc ça favorise évidemment la fécondation croisée. Bon, donc ça veut dire que cette pollinisation elle est assurée donc selon les espèces, soit par le vent, soit par l'eau également, soit par les animaux, principalement les insectes, mais pas que les insectes. Hein, l'homme également peut le faire. Hein. Bon, c'est pas trop son rôle, hein, c'est trop. Mais bon, il peut le faire. À grande échelle, c'est pas facile, lors d'expérimentation par exemple. Donc cette pollinisation, elle est assurée de différentes façons, et donc ces pollinisateurs vont être attirés de différentes façons. Et la coloration de la plante, donc le pollinisateur, va se construire grâce aux influences réciproques entre les deux partenaires. C'est le résultat de ce que l'on appelle une coévolution. Donc ça veut dire la collaboration entre une plante et le pollinisateur, en fait, c'est spécialisé au cours de l'évolution. Alors c'est pas fait en une génération évidemment. Hein. Petit à petit, eh bien, il y a eu en quelque sorte une espèce. Alors c'est pas vraiment une symbiose, hein, mais c'est un peu du mutualisme, un peu symbiose. Hein, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a une collaboration. C'est le mot plutôt juste entre une plante et un insecte. Collaboration qui n'est pas pensée, évidemment. Hein. La plante, une fleur, ne pense pas. Mais bon, c'est un mécanisme naturel qui s'est mis en place. Donc, on parle là de coévolution entre une plante et un animal pour disperser le pollen et les graines. Alors, évidemment, suite à la pollinisation, les grains de pollen qui se sont déposés sur le stigmate du pistil vont germer et vont amener chacun un noyau mâle au contact d'un noyau femelle qui est contenu dans l'ovule. Et la fécondation va pouvoir se produire, et les ovules, dans ces conditions, vont se transformer en graines qui sont contenues dans le fruit qui est le résultat de la transformation de l'ovaire. Donc le fruit, lui, résulte bien de la transformation d'une partie de ce pistil, que l'on appelle l'ovaire. Donc la graine, elle, contient un embryon, mais contient également des réserves nutritives qui vont être utilisées par la jeune plantule pour se développer lorsque la dormance va être levée, donc au moment de la germination. Et dans ces conditions-là, une nouvelle plante génétiquement différente des parents va se former. Et ensuite, eh bien, les graines vont pouvoir se disperser, et là c'est une autre étape de la mobilité des plantes qui ne bougent pas, mais grâce à la dispersion des graines, eh bien, c'est comme si ces plantes se dispersaient dans la nature. Mais pas au sein d'un seul individu, d'un individu particulier, au sein de la dispersion des graines qui proviennent d'un individu particulier. Donc ces graines qui vont se disséminer, disperser, vont conquérir l'environnement, donc de nouveaux territoires, mais évitent également la compétition avec la plante mère. Ça veut dire, si vous imaginez déjà un arbre géant
avec une petite graine qui va germer au pied de cet arbre géant, il y a de grandes chances que cette petite graine qui va donner une plantule au départ, eh bien sans doute que l'arbre, la plantule ne va pas atteindre sa croissance maximale et sera peut-être détruite. Bon. Donc ça veut dire que les fruits également et les graines présentent des adaptations en relation avec leur mode de dissémination par des vecteurs différents qui peuvent être le vent, l'eau, les animaux, etc., etc. Dans ce cas, eh bien, cette dissémination, cette dispersion peut être le cas également, comme on l'a vu, d'une coévolution. Bon. Donc voilà. Donc nous avons compris qu'il y avait une reproduction de la plante et que l'on parlait de reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. La vie fixée chez les plantes à fleurs, donc chez les angiospermes, elle impose des contraintes qui se sont traduites par des adaptations qui leur ont permis de se nourrir, d'interagir avec leur milieu et également de se reproduire par voie sexuée ou asexuée, la voie sexuée demandant des fleurs et la voie asexuée ne demandant pas de fleurs. Donc la survie de la plante est assurée et la dissémination à la surface de l'environnement est assurée également. Alors ces deux types de reproduction que l'on appelle asexuée ou sexuée peuvent exister évidemment chez une même plante. Si vous prenez une pomme de terre, un pied de pomme de terre, eh bien on a bien la pomme de terre qui est un organe de réserve qui peut servir pour la reproduction asexuée. Et on sait bien que les plants de pommes de terre possèdent également des fleurs. Donc cette reproduction asexuée, elle permet la reproduction sans gamètes. Et il existe une grande diversité d'organes qui permettent la reproduction asexuée. Alors, donc ces propriétés de plantes qui permettent la reproduction asexuée permettent de reproduire à grande échelle des petits morceaux des plantes en tout cas, grâce à un mécanisme que l'on appelle la totipotence et grâce à la capacité de croissance infinie de ces plantes. Et l'homme utilise évidemment ces propriétés pour pouvoir cloner des plantes, soit par bouturage, c'est-à-dire une feuille ou une tige feuillée est séparée de la plante mère, puis on favorise la formation de racines. Soit par marcottage, on favorise la formation de racines sur une tige-feuille et on la sépare de la plante mère. Donc on peut faire ces fécondations, pas ces fécondations, mais ce mécanisme de reproduction asexuée permet des cultures in vitro. Deuxième type de reproduction, donc ce sont des fleurs qui permettent la reproduction sexuée. Les fleurs, grâce aux fleurs, en fait, il y a production de gamètes et la fécondation est possible entre un gamète mâle et un gamète femelle. Alors il y a au niveau d'une fleur ce que l'on appelle les sépales, qui sont très souvent verts et qui vont protéger les organes reproducteurs tant qu'ils sont immatures. On dit que la fleur est encore en bouton. Il y a les pétales également, qui ont des formes et des couleurs variables. Lorsqu'ils sont larges et vivement colorés, ils attirent certains insectes pollinisateurs. Il y a côté masculin, côté mâle, entre guillemets, ce que l'on appelle les étamines, qui sont des pièces florales mâles formées d'une partie filamenteuse que l'on appelle le filet, qui va supporter une partie renflée que l'on appelle l'anthère, et l'anthère possède des grains de pollen qui contiennent les gamètes mâles. Il y a côté féminin le pistil, qui est une pièce florale femelle qui est constituée d'un ou plusieurs carpelles. Et chaque carpelle va comporter un stigmate sur lequel va venir se déposer le grain de pollen, ou vont venir se déposer les grains de pollen. Et donc ces carpelles possèdent également une pièce intermédiaire que l'on appelle le style,
et possède au final un ovaire creux qui renferme les ovules, et ces ovules contiennent les gamètes femelles. Chaque ovule contient un gamète femelle. Donc, si vous regardez le schéma d'une fleur d'angiosperme, on a ce que l'on appelle le pédoncule floral. Ensuite, on a les sépales, les pétales. On a ensuite les étamines avec leurs anthères et le filet, sachant que les anthères contiennent les grains de pollen. Et il y a, côté féminin, le pistil, qui possède son stigmate sur lequel vont venir, le ou les stigmates sur lesquels vont venir se poser les grains de pollen. Ce pistil contient un style aussi, qui est situé entre le stigmate et l'ovaire, et bien sûr, ce pistil contient l'ovaire, qui contient les ovules, qui eux-mêmes contiennent le gamète femelle. Donc ça veut dire que ces grains de pollen vont se déposer sur un stigmate, du pistil évidemment, d'une fleur de la même espèce, et vont absorber le stigmate d'une fleur de la même espèce va absorber, enfin les grains de pollen en fait vont pouvoir germer. La germination, c'est quoi? C'est comme une absorption de solution sucrée qui est produite par le stigmate et qui va permettre aux grains de pollen de germer, entre guillemets. Bon, c'est une parenthèse. Donc ça va former un tube pollinique qui va s'insinuer dans les tissus du style et qui va amener un noyau mâle jusqu'à un ovule qui lui est situé dans l'ovaire, jusqu'à un gamète femelle qui lui est situé dans l'ovule étant situé dans l'ovaire. Lorsque les fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire elles possèdent à la fois le côté masculin et le côté féminin, donc le côté féminin pistil et le côté masculin étamine, ou bien lorsque la plante porte les fleurs mâles et des fleurs femelles, lorsque l'on parle de plantes monoïques et non pas dioïques dans le cas de l'hermaphrodisme, enfin, pas de l'hermaphrodisme, mais dans le cas où les plantes possèdent à la fois le pistil et l'étamine, eh bien l'autofécondation est parfois possible, mais c'est pas que c'est pas conseillé, mais c'est que c'est une chose à éviter. C'est comme un peu la consanguinité chez l'homme ou chez des animaux. Hein. C'est un peu le même principe. On fragilise sur le long terme le côté génétique, en fait. Donc, la plupart des angiospermes, en fait, vont avoir recours à ce que l'on appelle la fécondation croisée, qui va présenter l'avantage de produire une descendance génétiquement plus diversifiée. Donc, cette fécondation croisée, elle est favorisée par diverses adaptations, fleurs mâles et femelles sur des plantes différentes, par exemple, on a le cas d'espèces dioïques, ou alors décalage temporel dans la maturation des gamètes mâles et femelles et existence de barrières physiques entre les organes reproducteurs, ou bien encore incompatibilité d'ordre génétique entre le pollen et le stigmate. La pollinisation, c'est une étape qui se fait avant la rencontre des gamètes et avant la fécondation évidemment, puisque la fécondation c'est l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Donc cette pollinisation peut se faire par le vent chez les plantes anémogames. Eh bien, les fleurs vont présenter de nombreuses adaptations à ce mode de transport. Ça peut être généralement donc très discret, pas de nectar, pas d'odeur. Les étamines et les pistils vont être plus ou moins longs, les fleurs vont être bien exposées au vent et elles vont produire en abondance du pollen de petite taille, mais qui ne va pas posséder d'ornementation. Il va y avoir parfois des structures importantes pour les grains de pollen pour s'envoler, entre guillemets, par exemple des ballonnets. D'autres plantes vont pouvoir subir ce que l'on appelle la pollinisation par des animaux, ce que l'on appelle la zoogamie, qui va assurer le transport de pollen, et ceci de manière plus ciblée. Elles sont dotées de fleurs généralement de grande taille qui seront colorées. Les étamines vont être courtes et les stigmates vont être massifs et elles vont produire de gros grains de pollen qui seront ornementés. Pour attirer les pollinisateurs, eh bien, les fleurs vont avoir développé au cours de l'évolution différents mécanismes qui peuvent être des signaux visuels, par exemple des couleurs, des guides spéciaux, des formes spéciales. Ça peut être également des signaux chimiques, par exemple odeur ou phéromones attractives. Ça peut être également des signaux trophiques, par exemple le nectar qui est sucré ou les grains de pollen.
donc ils vont avoir un goût qui pourront être mangés par certaines plantes. Certains animaux pollinisateurs, les insectes, quelquefois les oiseaux, comme les colibris par exemple, ou des mammifères comme les chauves-souris, ont développé des organes adaptés à la récolte du nectar et au transport du pollen. On a donc ce que l'on appelle une coévolution entre la plante et le pollinisateur. Ensuite, de la fleur aux fruits, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, juste après la fécondation, la fleur va subir des transformations. Les sépales et les pétales et les étamines vont faner, ils ne servent plus à rien, parce que l'intérêt d'avoir des pétales colorés, c'est d'attirer. L'intérêt d'avoir des grains de pollen dans les étamines, c'est que on s'arrange pour que, il faut que les grains de pollen viennent se fixer sur les stigmates, mais si c'est déjà fait, si la fécondation est déjà faite, les sépales, les pétales, les étamines ne servent plus à rien, donc elles vont faner. L'ovaire, à ce moment-là, va se transformer en fruit, et à l'intérieur de cet ovaire, les ovules vont se transformer en graines. La paroi du fruit, elle peut être charnue et gorgée de réserves, par exemple c'est le cas de la pêche, de la cerise, des framboises, des myrtilles, etc. Soit elle sera sèche et dure, c'est le cas de la noisette, du colza, de l'érable, du pissenlit. Elles seront en relation possible avec le mode de dispersion des graines, en fait. Bon. Celles-ci subissent ce que l'on appelle une maturation, donc déshydratation, stockage de réserves fournies par l'organisme parental et entrée en vie ralentie, donc ce que l'on appelle la dormance. Donc ces fruits vont pouvoir se trouver dispersés ensuite, et des graines également vont se trouver dispersées selon différents mécanismes, donc différentes modalités de dissémination à distance de la plante mère. Ce qui va éviter la compétition et permettre la colonisation de nouveaux milieux dans un environnement propre, donc au sein d'un écosystème. Cette dispersion des graines, elle peut s'effectuer par la plante elle-même grâce à des dispositifs variés. Alors ça peut être le vent, ça peut être l'eau ou les animaux. Quant aux fruits et aux graines, elles vont présenter des adaptations qui seront liées à la nature de l'agent disperseur. Ça peut être légèreté et structure portante pour la dissémination par le vent, par exemple. Ça peut être une légèreté et une flottabilité en cas de transport par l'eau. Il peut y avoir des crochets ou des surfaces collantes qui vont permettre le transport passif par certains animaux. Et on peut avoir des fruits pulpeux, colorés et nutritifs qui vont inciter à la consommation par les animaux. Dans ce dernier cas, eh bien, le transit des graines dans l'appareil digestif va permettre va soumettre les graines à l'action d'enzymes, ce qui va altérer leur tégument et favoriser la germination après rejet dans les excréments fertilisants. Ce type de dispersion repose sur une relation mutualiste entre plantes et animaux. Entre pollinisation et dispersion des fruits et des graines qu'ils contiennent, eh bien, on a bien des étapes de mobilité dans la reproduction concernant les plantes qui leur permettent de coloniser des territoires variés. La germination va pouvoir se faire, ou bien le développement d'une nouvelle plantule va pouvoir se faire, si on parle de reproduction asexuée notamment. Mais lorsque l'on parle de graines, eh bien cette graine, elle contient un embryon qui provient du développement du zygote et des tissus contenant, alors le zygote, c'est ce qui résulte de la fécondation entre le gamète mâle et le gamète femelle. Donc l'embryon est issu, la graine, elle contient un embryon qui est issu du développement du zygote et des tissus qui contiennent des réserves, par exemple de l'amidon, des protéines, des lipides. Protégé par une enveloppe, cet embryon évidemment, que l'on appelle un tégument. Bon, ce sont des enveloppes très rigides en général. Et lorsque la graine est formée, eh bien l'embryon va rentrer en vie ralentie que l'on appelle la dormance. Dormance durant la période froide, par exemple. Et lorsque les conditions sont favorables, par exemple au printemps, lorsque l'hydratation est possible au niveau de la graine et une augmentation de température en parallèle, et bien à ce moment-là, la graine va s'imbiber d'eau évidemment, son métabolisme va se mettre en place, son activité métabolique va redevenir très active,
des enzymes vont se trouver biosynthétisées, la respiration cellulaire se met en place, c'est-à-dire l'oxydation du glucose pour produire de l'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. L'embryon va reprendre son développement grâce à la mobilisation des réserves de la graine, et la première racine puis la première feuille déchire le tégument. C'est ce que l'on appelle la germination, qui sera à l'origine d'une nouvelle plantule. Donc on a bien compris que la reproduction de la plante se situe entre la vie fixée et la mobilité, et qu'elle permet à la plante de se déplacer tout en restant sur place, grâce à des mécanismes différents. Donc cette reproduction asexuée est possible. Elle permet à la plante de se reproduire sans qu'il y ait de gamètes. Donc il peut y avoir donc certaines propriétés. Il y a certaines propriétés de la plante qui permettent cette reproduction asexuée, telle la totipotence ou la croissance indéfinie. Donc ça veut dire que ces propriétés, donc ce mode de reproduction, peut être utilisé par l'homme de manière bénéfique évidemment, et on parle à ce moment-là par exemple de culture in vitro. Mais cette reproduction asexuée est en parallèle souvent mise en place par une autre, cette reproduction asexuée a en parallèle un autre type de reproduction que l'on appelle la reproduction sexuée, grâce à des fleurs, puisque les fleurs assurent la production de gamètes et assurent la fécondation également. Alors, évidemment, je ne vais pas répéter, là je donne les grandes lignes. La pollinisation est une étape qui va permettre la rencontre des gamètes et qui va permettre ensuite la fécondation. De la fleur au fruit, évidemment, de la fleur on passe au fruit, le fruit qui provient de l'ovaire, et la graine, elle, qui va provenir de l'évolution de l'ovule au niveau dans lequel le gamète femelle a été fécondé. Ces fruits vont se disperser, ces graines également, et il va y avoir un peu plus tard donc une germination ou un développement d'une nouvelle plantule, ou le développement d'une nouvelle plantule dans différents endroits de l'écosystème, et puis la reproduction est donc assurée de manière non sexuée ou sexuée. La plante a une vie fixée, mais elle est mobile grâce justement à cette dissémination possible par les graines ou par certains explants, entre guillemets, de la plante. Le cours est terminé. Merci.